Amis juristes, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la Constitution. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, à quoi ça ressemble, comment elle se forme, comment elle se modifie, tout ça, et finalement situer notre Constitution à nous, les Français. Non, chers amis étrangers, ne partez pas tout de suite, je plaisantais, je sais bien qu'il n'y a pas que des Français qui me regardent, et d'ailleurs j'en profite pour vous saluer au passage, vous, Belges, Marocains, Suisses, Québécois, Camerounais, Sénégalais, Ivoiriens, etc., que sais-je. Vous êtes les bienvenus, je vous rassure. Donc tout d'abord, la première question à se poser, qu'est-ce que c'est qu'une constitution? La constitution est la norme suprême de l'État, selon Hans Kelsen. Et si Kelsen le dit, c'est que ça doit être vrai. Pour le général de Gaulle, c'est un esprit, des institutions, une pratique. D'un point de vue un peu plus juridique, une constitution, c'est un ensemble de textes juridiques définissant les différentes institutions composant un État et organisant leurs relations. Seuls les États possèdent une constitution, et elle représente d'ailleurs la base d'un État. C'est avec l'écriture de sa première constitution qu'on donne naissance à un nouvel État. Une constitution peut être écrite ou coutumière. En général, on cite l'exemple du Royaume-Uni comme constitution coutumière, même si en réalité il y a plus beaucoup de choses qui sont réellement non écrites. Mais bon voilà, théoriquement c'est possible d'avoir une constitution non écrite. Après, on considère généralement qu'il y a plus de chances de voir émerger un gouvernement arbitraire si la constitution n'est pas écrite. Et pour la petite histoire au passage, la toute première constitution écrite est celle de l'État de Virginie, en Amérique du Nord, en 1776. Une constitution est généralement organisée en plusieurs titres, eux-mêmes divisés en articles et en alinéas. La constitution de la 5e République française est elle-même décomposée en 16 titres et 153 articles. Et c'est le texte juridique le plus élevé dans l'ordre juridique de chaque pays. Parfois, la Constitution contient également les droits et libertés fondamentales. C'était le cas par exemple de la première constitution française de 1791 qui définissait, en plus des différents organes de l'État, les droits fondamentaux. Et puis par contre, vous avez les 3 lois constitutionnelles de 1875 qui, elles, ne comportaient aucune référence aux droits fondamentaux. Alors que pour la 5e République, ça se trouve dans le préambule. Voilà. Le doyen Maurice Horiou distinguait d'ailleurs la partie de la Constitution qui organisait les institutions de la partie de la Constitution qui exprimait plutôt la philosophie politique de la société et les droits des individus. Et il exprimait cette distinction avec des dénominations différentes. Il appelait ça la Constitution politique et la Constitution sociale. Le mouvement constitutionnaliste a fait naître le concept d'état de droit, car la Constitution est un ensemble de règles qui vient limiter le pouvoir politique. Dans un état de droit, ce pouvoir ne peut s'exercer que conformément à des règles préétablies qui ne peuvent être modifiées de manière arbitraire. L'état de droit est donc la soumission volontaire de l'État à des règles de droit. Si vous voulez savoir si vous vivez dans un état de droit, alors voilà le critère. Si votre chef d'État ou de gouvernement en place peut exercer son pouvoir politique sans être limité par des règles préétablies, ou bien s'il n'est pas obligé de s'y soumettre, alors vous ne vivez pas dans un état de droit. Donc comme vous le savez probablement déjà, les régimes démocratiques sont garantis par la séparation des pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, ce qui permet en théorie d'éviter la concentration de ces pouvoirs, ce qui donne une dictature ou une monarchie absolue. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, alors retournez voir ma vidéo sur la séparation des pouvoirs. Pour aller rapidement, certaines constitutions privilégient une stricte séparation des pouvoirs, alors que d'autres mettent en place des moyens de contrôle des pouvoirs les uns envers les autres. Et c'est ce qui va finalement définir le régime politique de l'État en question. L'élaboration d'une constitution est le fruit de ce que l'on appelle le pouvoir constituant originaire. C'est ce pouvoir qui permet l'élaboration d'une nouvelle constitution. Il y a schématiquement 2 types de processus d'élaboration, les procédés arbitraires et les procédés démocratiques. Dans un processus arbitraire, on trouve la charte octroyée, la charte négociée ou le plébiscite constituant. Une charte octroyée est décidée par le pouvoir exécutif et imposée à ses sujets. C'est le cas par exemple de la charte constitutionnelle octroyée par Louis XVIII en 1814. Une charte négociée, quant à elle, est également décidée par le pouvoir exécutif et imposée à ses sujets, mais elle a été préalablement négociée avec le Parlement ou avec certains partenaires sociaux. C'est le cas par exemple de la charte constitutionnelle française de 1830. Enfin, dernier procédé arbitraire, le plébiscite constituant. C'est l'élaboration du texte par le pouvoir exécutif ou bien par des spécialistes choisis par lui, puis soumis à l'approbation du peuple par la voie du référendum, comme c'était le cas pour la Constitution française de 1958 ou bien la Constitution marocaine de 2011. Pour ce qui est des procédés démocratiques, ensuite, il y a évidemment l'élection de l'Assemblée constituante, comme en 1791 ou 1848 en France, ou bien aux USA en 1787. C'est une assemblée de représentants élus qui élabore une constitution, puis l'approuve. Enfin, la dernière méthode la plus démocratique, c'est celle du peuple constituant, avec non seulement une assemblée constituante élue par le peuple pour l'élaboration de la constitution, mais également le vote par référendum du peuple pour approuver cette constitution.
C'était le cas par exemple de la constitution super démocratique des montagnards de 1793, celle qui n'a jamais été appliquée, et aussi celle de la 4ème République du 27 octobre 1946. À noter qu'une constitution n'est pas figée et qu'elle évolue au cours du temps au gré des révisions constitutionnelles, c'est ce qu'on appelle le pouvoir constituant dérivé. J'entends parfois dire de certains hommes politiques qu'il faudrait créer une 6ème République, parce que la 5ème daterait d'une époque trop lointaine, il y a 60 ans. Alors, je pense personnellement que c'est un argument assez idiot, parce qu'on peut très bien modifier une constitution pour l'adapter à la société moderne. C'est ce que font les États-Unis, ils ont la même constitution depuis 1787. Ils apportent simplement des révisions, ils s'en portent pas plus mal. Et nous, pendant ce temps-là, on cherche sans arrêt à changer de constitution dès qu'il y a un peu de travers. Pour moi, ça ressemble fort à du populisme facile. Mais bon, après tout, pourquoi pas? On a déjà eu 13 constitutions en France, qui sait, la 14e sera peut-être la bonne. Donc je disais, toutes les constitutions prévoient des modalités selon lesquelles elles peuvent être modifiées. Et c'est en fonction de ces modalités qu'on va dire que la constitution est souple ou rigide. Elle est souple quand elle peut être modifiée par les mêmes organes et suivant la même procédure que les lois ordinaires. L'inconvénient est d'aboutir à une instabilité constitutionnelle, étant donné que la constitution peut changer au gré des changements de partis politiques sans arrêt. Et elle est rigide quand elle peut être révisée par un organe distinct ou avec une procédure distincte de celle de l'adoption des lois ordinaires. Elle est donc plus difficile, normalement, à réviser qu'une constitution souple, et en cela, elle est plus stable. La France, par exemple, elle a une constitution qui est assez rigide. Il faut réunir le Parlement en congrès à Versailles, voter au 3/5e, suivre une procédure longue et contraignante pour réviser notre constitution. À l'inverse, dans certains autres systèmes, par exemple au Maroc, eh bien, la constitution est très souple et peut être même modifiée directement par le pouvoir exécutif. La constitution est au sommet de la hiérarchie des normes, mais demeure une règle interne qui peut entrer en concurrence avec les règles internationales. Or, si l'article 55 de la Constitution prévoit que la Constitution est au-dessus des lois, en revanche, il n'y a rien prévu par rapport au traité. Et force est de constater que la place de la Constitution diffère selon les différentes juridictions. Le Conseil d'État et la Cour de cassation ont la même position sur cette question. Le Conseil d'État, c'était avec un arrêt d'assemblée du contentieux du 30 octobre 1998, Saran, et la Cour de cassation, c'était dans un arrêt d'assemblée plénière du 2 juin 2000, Mademoiselle Fraise. Et donc, pour eux, eh bien, clairement, la Constitution est au-dessus du traité international dans la hiérarchie des normes. Mais il existe un vieil arrêt de la Cour de justice de la Communauté européenne du 17 décembre 1970, Handelsgesellschaft, qui a affirmé pour sa part la primauté du droit communautaire sur les dispositions constitutionnelles des États membres. Quant au Conseil constitutionnel, il a estimé dans sa décision du 27 juillet 2006 que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf si le pouvoir constituant y a consenti. À cause de tous ces quiproquos, les juristes ne sont pas vraiment d'accord sur la place de la Constitution dans la hiérarchie des normes par rapport au traité. Mais bon, traditionnellement, quand même, il est d'usage pour les juristes de considérer que la Constitution est au-dessus. Au moins sur la forme, hein, même si en pratique, la Constitution est révisée dès lors qu'il s'agit de répondre à des obligations d'une convention internationale. Mais c'est pour le symbole, si vous voulez, il faut la respecter. Voilà, c'est quand même notre Constitution et c'est beau. Et puis après tout, il faut tout de même la réviser hein, pour que les obligations internationales puissent s'appliquer, comme le dit l'article 54 de la Constitution. Donc finalement, la Constitution, en quelque sorte, est toujours supérieure dans l'esprit. Déjà, elle peut bénéficier d'une protection politique, avec certaines autorités de l'État chargées de veiller à son respect, notamment en cas de crise grave. C'est généralement le chef de l'État, hein, qui chez nous est le garant de la continuité de l'État. Ensuite, on peut prévoir des procédures de révision encadrées et contraignantes. Comme je vous le disais, il y a une procédure longue et contraignante pour réviser la Constitution française. Je vous expliquerai ça en détail dans une vidéo ultérieure, mais ce que vous devez retenir, c'est que c'est quand même difficile. Et puis il y a aussi dans l'objet de la révision qu'il y a des limites. Par exemple, l'article 89 dit qu'on ne peut pas changer la forme républicaine du gouvernement par une révision constitutionnelle. Elle peut enfin être protégée par un contrôle de constitutionnalité. Une cour constitutionnelle vérifie alors la conformité à la Constitution et aux principes définis par elle, des règles de droit produites par les différentes autorités de l'État. En France, cette cour s'appelle le Conseil constitutionnel. Et c'est le même nom au Sénégal, par exemple. Au Maroc, ils ont sobrement choisi le nom générique de Cour constitutionnelle. Ceci dit, attention, le Conseil constitutionnel ne peut pas examiner la constitutionnalité d'une révision constitutionnelle.
comme il l'a affirmé dans sa décision du 26 mars 2003. Car ce serait remettre en cause le pouvoir constituant des représentants du peuple et donc remettre en cause la souveraineté nationale, ce qui n'est pas le rôle du Conseil constitutionnel. Comme disait l'abbé Sieyès, non seulement la nation n'est pas soumise à la Constitution, mais elle ne peut pas l'être. Vous vous souvenez de Sieyès, hein ? Donc, comme vous le savez, notre Constitution a été promulguée le 4 octobre 1958 à la suite des dysfonctionnements institutionnels et politiques de la 4ème République, mise à l'épreuve de la guerre d'Algérie qui a déstabilisé notre fragile régime. Le but de cette Constitution était de mettre enfin en place un pouvoir exécutif fort, après 90 ans de régime parlementaire qui discutaille et qui réagit aussi vite aux problèmes qu'une vieille limace anémiée. Mais laissez-moi vous conter les derniers instants de la 4ème République et le premier rototo de la 5ème. Tout s'est passé très vite en réalité. Le 13 mai 1958, Pfimlin devient le nouveau chef du gouvernement. Et le jour même de son investiture, il éclate une insurrection à Alger, avec des civils et des militaires qui s'emparent du gouvernement d'Alger. Le 15 mai, les insurgés lancent un appel au général de Gaulle, alors que celui-ci n'est même plus au pouvoir depuis une dizaine d'années. Total manque de respect envers le gouvernement français. Celui-ci se sent tellement souillé qu'il démissionne le 28 mai. Du coup, le 29 mai, le président de la République, René Coty, annonce devant le Parlement qu'il souhaite faire appel au plus illustre des Français, vous comprenez, le général de Gaulle, pour prendre la tête du gouvernement. Il leur dit aussi aux députés que s'ils ne votent pas favorablement à ce souhait, alors il va carrément démissionner. Et donc le 1er juin, les députés n'ont d'autre choix que de voter favorablement pour l'investiture du général de Gaulle au poste de président du Conseil. Et le 3 juin, l'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs pour le général de Gaulle et aussi une loi constitutionnelle lui permettant d'élaborer une nouvelle constitution. Après cette loi constitutionnelle du 3 juin 1958, la nouvelle constitution a pu être élaborée. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ce processus d'élaboration s'est fait en globalement 4 étapes. Bon, allez, disons 5 avec le référendum. Peut-être 6, en fait, avec la promulgation. Je ne sais plus. Bref, d'abord, un groupe de travail est mis en place, sous la direction du garde des Sceaux, Michel Debré, pour rédiger un avant-projet de constitution. Michel Debré a pesé de tout son poids pour mettre dans la Constitution les idées constitutionnelles du général de Gaulle, qu'il avait exprimées dans son discours de Bayeux de 1946. Mais il a dû composer avec d'autres influences, comme celles des anciens présidents du Conseil, Guy Mollet et Pfimlin. Ils avaient quand même des noms chelous à l'époque, qui souhaitaient sans surprise laisser au Parlement le plus de pouvoir possible. Ensuite, le 29 juillet 1958, il y a eu la consultation de l'avant-projet par le Comité consultatif constitutionnel. Celui-ci était composé de membres nommés par le gouvernement, comme des parlementaires ou diverses personnalités. Bon, ils n'ont pas beaucoup modifié l'avant-projet au final. Hein. Ensuite, il y a eu l'examen du texte par le Conseil d'État entre le 21 et le 28 août. Ils n'ont pas apporté beaucoup de modifications non plus, hein, seulement quelques corrections techniques. Il faut dire aussi que le pouvoir constituant originaire, celui du groupe de travail, en fait était composé de beaucoup de conseillers d'État. Donc ils n'allaient pas se corriger eux-mêmes. Hein. Ensuite, il y a eu l'adoption en Conseil des ministres de cette constitution le 3 septembre. Enfin, dernière étape, la ratification populaire. Un référendum est lancé le 28 septembre pour connaître l'opinion des Français. Et seuls les communistes et quelques socialistes comme François Mitterrand et Pierre Mendès France ont appelé à voter non. Il y a eu en fait 85% de votes oui dans la métropole. C'est totalement énorme, quoi. Imaginez un vote référendaire à l'heure actuelle qui obtiendrait 85% de vote oui. Totalement impensable. La société d'alors était bien plus homogène que la société de maintenant. À noter aussi que 17 des 18 territoires d'outre-mer ont voté oui. Seule la Guinée a voté non. Et elle a accédé de ce fait à l'indépendance. Donc sur ce, souhaitons bonne chance à la Guinée pour la suite et examinons rapidement la constitution promulguée le 4 octobre 1958 par le président René Coty. Donc comme on l'a dit, c'est une constitution rigide, plutôt difficile à réviser. Elle met en place un régime parlementaire rationalisé, c'est-à-dire un régime parlementaire mais en plus efficace, hein, si vous voulez. Certains juristes qui disent que ce serait un régime parlementaire dualiste, mais il y en a d'autres qui disent que ce serait un régime mixte. Il y a en tout cas une séparation plutôt souple des pouvoirs, hein, comme dans un régime parlementaire. Et c'est encore assoupli par la suite, à la suite des diverses révisions constitutionnelles. Et voilà, je ne vois pas trop quoi ajouter de plus sur ce sujet, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, qui parlera des pouvoirs, du pouvoir exécutif dans la Constitution de la 5ème République. Donc vous saurez tout des pouvoirs cachés du président de la République et du Premier ministre.
Alors, eh bien, à bientôt, la séance est levée.